qu'on arrête de nous casser les bonbons avec vous savez, la démocratie participative et tout ça. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je vais présenter les participants de l'émission qui me font le plaisir et l'honneur de m'accompagner aujourd'hui. Je vais commencer bien avec Jean qui fait son retour dans l'émission. Salut Jean, je te sais très occupé, je te remercie de prendre du temps pour être avec nous. J'espère que tu vas bien. Alors, bonjour à tous. Donc voilà, c'est une première, la démocratie participative, la vraie. Ce sont les Blancs qui ont fait l'Europe, l'Occident et l'Amérique et les progrès. C'est les Blancs. Il faut virer les non-Blancs. Il ne fallait pas combattre Hitler. Voilà. Il fallait se coucher et tout lui donner d'avance. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, j'en suis très content. Est aussi avec nous cette semaine, eh bien justement, Vincent, qui est de retour. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. Eh ben, salut Gandalf, salut Jean, et salut à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Oui, je vais très bien, donc je suis toujours par Mons et par Vaux. Chaque semaine dans le train, je fais le tour de France pour prêcher la bonne parole. Alors, messieurs, faut pas se focaliser uniquement sur, entre guillemets, la connerie lourde de la gauche. Nous avons nous-mêmes, je veux dire, dans des milieux, alors soit c'est pas les nôtres, mais qui sont proches de nous, sans être les nôtres, des gens qui sont pas tout à fait d'accord, voire pas du tout, hein, voilà, et qui peuvent par ailleurs se tromper, tout simplement. Alors, moi, je l'ai déjà dit, hein, personnellement, je me considère pas comme de droite. Selon les questions, je vais me sentir de gauche ou de droite, vous voyez, parce que j'ai quand même une dimension communautaire, certains diront sociale, je préfère le terme communautaire, j'ai une dimension nationale, à titre personnel, hein, national, nationaliste, identitaire, ethniciste, vous appelez ça comme vous voudrez. Pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est une totalité, il n'y a pas d'exclusivisme. Ceci étant dit, il est évident qu'il y a des idées dégénératives à gauche, des idées régressives, mais il y a aussi parfois à droite des idées qui sont des idées que je considère comme des obstacles et peut-être même fondamentalement une posture que certains qualifient de conservatrice, d'autres de réactionnaire, mais qui effectivement est une opposition de principe et totale à toute forme de changement, d'évolution. Et à mon avis, c'est très différent de ce qu'on peut appeler le fascisme, qui lui est une matrice de pensée qui admet le changement, qui comprend la notion d'évolution et de rupture. Voilà. Donc en ce sens-là, je crois que le fascisme a cet avantage de faire une synthèse entre ce qui peut avoir de positif à gauche comme principe de changement et à droite comme principe de conservation. En gros, il y a des choses qu'il faut garder et des choses dont il faut savoir se débarrasser pour absorber des idées nouvelles. Voilà, en gros. Donc c'est pour ça que je ne me considère pas vraiment comme un gars de droite. Mais bon, ça c'est uniquement mon point de vue. Je pense que beaucoup de nos éditeurs ont un point de vue différent. Mais voilà, donc il faut savoir critiquer aussi bien les gens qui sont proches de nous que les gens d'en face. Voilà, on s'en prive pas, mais c'est aussi pour avoir une vraie liberté de ton, parce que si on s'interdit toute critique d'idées qui ont cours dans nos milieux, je pense qu'on fait la moitié du travail seulement. Enfin voilà. Jean ou Vincent ? Donc moi je suis de droite, hein. Comme je disais, je ne suis pas de gauche ou d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Donc il faut bien vous dire que je défends le capitalisme déjà, la démocratie. Bon, si vous voulez défendre d'autres systèmes, on en a déjà parlé. Moi je suis ouvert aux gens qui sont moins démocrates. Je comprends qu'on ne soit pas démocrate et je suis là peut-être pour vous convaincre que c'est un bon système. Moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens changent d'avis et qu'ils viennent sur ma position, évidemment. Qui est la position de la résistance française. Moi, j'ai envie que la résistance française ait de nouvelles personnalités, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, gauche, droite, peu importe, mais qu'elles dénoncent en priorité le communisme. Donc, cette émission est la seule que je connaisse en France et dans le monde francophone, voire au monde, qui vous propose de débattre de sujets politiques ou religieux, en plus d'un certain niveau, avec une liberté totale. Donc c'est très innovant et c'est pour ça qu'il faudra du temps pour que ça s'installe et que les gens prennent le pli. Donc moi je lutte contre le professeur Raoult qui est un gauchiste, qui est un tiers-mondiste, qui a dit tant et plus que les Noirs et les Arabes étaient souvent meilleurs que les Blancs.
Il l'a dit à plusieurs reprises, comme quoi ses meilleurs étudiants étaient des Noirs et des Arabes. Il est lui-même né au Sénégal. Et j'essaye de créer moi-même la résistance aujourd'hui en me rapprochant d'identitaires racialistes, parce que justement, j'ai le modèle de la résistance à Londres, qui avait su faire travailler ensemble des juifs et des antisémites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un idéal national, patriotique, qui nous dépasse. Et donc, on doit, on est opposés sur certains points, parfois très importants. Et pourtant, ils ont réussi à travailler ensemble pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer le pays de l'occupation ennemie. Alors, je vous propose, messieurs, de commencer l'émission au sens strict avec la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier, très court. Alors, il nous dit ceci. Je voudrais vous poser une question. La Chine actuelle n'a plus grand-chose à voir avec celle de Mao et de la révolution culturelle. Il me semble y voir des similarités avec l'Allemagne nationale-socialiste. La Chine combine aujourd'hui planification étatique et liberté d'entreprise. Elle garantit la propriété privée. Elle est socialiste dans le sens où l'État mutualise les frais de santé, d'éducation et d'infrastructure. La Chine a rejeté la lutte des classes pour adopter la coopération des classes. Elle utilise la finance pour développer l'économie et investir dans les technologies d'avenir. Elle célèbre l'ethnie majoritaire et elle est globalement nationaliste. L'augmentation du niveau de vie y a été très rapide depuis l'abandon du communisme. C'est la population qui en a massivement profité plutôt qu'une poignée de rentiers. Leur système est hiérarchique dans tous les segments de la société avec une promotion au mérite. Les enfants sont poussés vers l'excellence. Cela commence à faire beaucoup de parallèles. On trouverait bien sûr aussi des différences, vu les distances dans l'espace, le temps et les cultures. Alors je me demande, la clé de la réussite spectaculaire de la Chine ces dernières décennies ne serait-elle pas l'adoption non revendiquée d'un socialisme national comparable à celui du Troisième Reich? Est-ce cela que les Chinois sous-entendent avec leur euphémisme d'un socialisme avec des caractéristiques chinoises? Qu'en pensez-vous? Question très intéressante. Et là, je me tourne tout de suite vers Vincent, qui lui, Vincent est un national-socialiste. Alors, il le dit souvent, attention, le national-socialisme ne se résume pas au Troisième Reich. C'est une forme du national-socialisme dans un pays donné à une époque donnée, mais le national-socialisme a possibilité de se déployer dans d'autres pays et évidemment en fonction des conditions historiques de la période donnée. Alors du coup, quand tu entends ça, d'après toi, est-ce que cet abandon finalement par la Chine de ce qui était le marxisme-léninisme issu du stalinisme et le virage vers l'ouverture à une économie de marché, est-ce que cette synthèse finalement entre l'ancien socialisme et le capitalisme, sans pour autant être complètement capitaliste, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui se rapproche d'abord d'un socialisme national et éventuellement du national-socialisme allemand? Oui ou non? Et si oui, dans quelle mesure, dans quel domaine, pour ce que tu peux en dire? Oui, alors première chose, moi il faut savoir que je ne connais pas spécialement la Chine, j'en connais un petit peu pour m'y être intéressé, mais c'est quand même, ça reste superficiel. Donc ma réponse n'est pas une parole d'évangile, n'est pas quelqu'un de spécialiste sur la Chine, il ne faut pas la prendre pour plus qu'elle n'est. Première chose. Deuxième chose, alors moi personnellement, je pense qu'il y a en effet en Chine des éléments d'un socialisme national, comme on en trouve d'ailleurs dans beaucoup de pays plus ou moins. Je veux dire, le socialisme national, c'est-à-dire une volonté de faire participer le peuple à la richesse nationale, ça se retrouve. Et je pense que ça se retrouve en Chine. Est-ce la raison de la réussite chinoise? Je pense que ça y contribue. Ça doit être indéniable. Mais de là à parler d'un socialisme national, c'est-à-dire avec une référence au socialisme national allemand, moi je ne le crois guère. Je ne le crois guère pour plusieurs raisons. Je pense d'abord que pour la Chine,
c'est avant tout du mercantilisme. Quand on voit ces immenses barges qui partent de Chine, qui vendent beaucoup de choses, d'ailleurs des meilleures au pire Camelot, je vois surtout un peuple donc qui inonde le monde d'une marchandise, qui fait du commerce. Est-ce que c'est conforme à son histoire? Ça, moi, je l'ignore. Des gens pourront le répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Mais enfin, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est avant tout un peuple qui commerce et qui produit. Et les Chinois, quand même, vivent pour beaucoup, notamment dans ces usines de production comme des fourmis. Ils se contentent de très peu. Alors, je sais que de plus en plus, il y a des heurts, puisqu'ils voudraient profiter davantage. Mais enfin, quand on voit la mentalité chinoise, je la vois plutôt comme une mentalité de fourmi, une mentalité très matérialiste, très très matérialiste, très peu d'ouverture spirituelle, même s'il y a toujours... Et puis attention, la Chine, c'est très très vaste. Hein. Je parle justement de la Chine industrielle, celle qui impacte nos sociétés. Hein. Il y a sûrement des campagnes avec des peuplades qui sont dites différentes de ce que je dis là, mais ce que je vois, c'est que dans la partie industrielle, dans la partie productive, il y a un matérialisme, une vie de fourmi, une vie de crédit social, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la robotisation des gens, et d'ailleurs, je ne suis pas étonné que dans ce monde, qui globalement vire vers le matérialisme, qu'une puissance comme la Chine, qui est une puissance hyper matérialiste, prenne le dessus. Ça me paraît en fait conforme, encore une fois. La Chine est comme un poisson dans l'eau. Elle est l'avant-garde de ce monde purement matérialiste. Et il ne faut pas se leurrer. Les Chinois et l'éthique, ça fait, je dirais pas que ça fait deux, ce serait quand même très sévère, mais enfin, ils ne s'encombrent pas de certains scrupules qu'on a nous, et tout ce qui est manipulation génétique, etc., s'ils peuvent faire de l'argent avec, et on peut se faire de l'argent avec, ils n'hésiteront pas. Ils iront jusqu'au bout et feront fi de tous les moratoires que les Occidentaux pourront mettre en place. C'est évident. Donc, prendre, je ne dis pas que c'est ce que l'auditeur fait, mais prendre la Chine en disant tiens, c'est peut-être un socialisme national qui se rapproche du national-socialisme allemand, sous-entendu, implicitement, d'une société à imiter, moi je dis non, pas du tout. La Chine reste quand même un pays de mercantilisme et un pays de fourmis. Ce n'est pas du tout le sens du socialisme national allemand. Le socialisme national allemand voulait d'abord une vraie justice sociale, c'est-à-dire vraiment une amélioration de la condition ouvrière de tous les ouvriers, et puis surtout, malgré une laïcité, c'était quand même quelque chose. Hitler croyait en la providence, Hitler croyait que l'homme avait une nature, donc il avait été créé par une transcendance, par quelque chose de supérieur. Il pensait que si on ne pouvait pas outrepasser un ordre naturel, parce que implicitement il était le reflet de l'ordre divin, je ne vois pas tout ça dans la Chine. Alors encore une fois, ma réponse vaut ce qu'elle vaut, mais personnellement, en tant que national-socialiste, la société chinoise ne m'attire pas du tout. Oui, disons que la Chine, compte tenu de sa masse, et même historiquement, accorde très peu de place à l'individualité. Donc il faut quand même regarder les peuples dans leurs caractéristiques profondes, hein, à travers l'histoire, caractéristiques biologiques et donc culturelles, bioculturelles dira-t-on. Et il est évident que en dépit d'ailleurs des progrès de la Chine, il ne peut pas vraiment y avoir d'émancipation entre guillemets personnelle en Chine. Ça reste quand même un système, je crois, aliénant, hein, qui est tourné vers la production. C'est ce que dit Vincent, je paraphrase un peu, mais c'est ça, système mercantiliste,
alors qui évoluent, parce qu'ils veulent aller vers une société de consommation, mais on connaît ces sociétés, on connaît le mercantilisme, on connaît la société de consommation, ce sont quand même des sociétés qui sont tournées autour justement de la stimulation des besoins physiologiques immédiats, des satisfactions immédiates, et ça ne produit pas vraiment des sociétés orientées vers un but que l'on pourrait qualifier au plan philosophique de supérieur. Je pense que l'objectif chinois fondamentalement est entre guillemets la prospérité matérielle, c'est-à-dire de bien vivre. Voilà, bon, ça n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas scandaleux, mais le national-socialisme allemand avait quand même une idée un peu plus haute en tout cas du peuple allemand, et de ce qu'il devait réaliser, et d'ailleurs, on le voit par le fait que le national-socialisme allemand essayait d'élever le niveau culturel moyen du peuple, par les arts notamment. Si vous regardez la Chine contemporaine aujourd'hui, c'est une société qui est davantage tournée vers, entre guillemets, les divertissements, beaucoup de choses que nous connaissons chez nous. Donc finalement, il ne faut pas non plus se tromper sur le fait que la Chine ne souffrirait pas des maux d'une société capitaliste tournée vers la consommation et la satisfaction de plaisirs hédonistes immédiats. Voilà. Alors évidemment, ce sont des gens qui expérimentent quelque chose que nous connaissons depuis longtemps, mais qui sont en train de l'expérimenter pratiquement pour la première fois. Ce sont des gens qui, il y a encore 30 ans, sortaient à peine du communisme et étaient encore très pauvres. Donc évidemment, il y a une exubérance dans l'aisance matérielle. Et comme c'est un peuple discipliné, par le Parti communiste notamment, puisque le Parti communiste de tendance stalinienne met l'emphase sur la discipline et la verticalité, eh bien ça produit des résultats, c'est évident. Vous allez pouvoir bâtir des villes, vous allez pouvoir obtenir des résultats tangibles en termes de production et de transformation immédiate de la Chine. Ceci étant dit, on sait aussi que ce type de société produit des tares sociales profondes et qu'au bout d'un moment, cette efficacité est remplacée par une dysfonction profonde. On le voit aux États-Unis. Je trouve qu'on pourrait presque comparer les États-Unis à la Chine. La jeune Amérique, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, elle ressemblait beaucoup à la Chine actuelle. Finalement, un pays neuf au sens où tout est à faire, où on construit des villes nouvelles, où on construit des gratte-ciel. On ne trouve rien de semblable en Europe, et en très peu d'années, finalement, une cité comme New York est bâtie, et comparativement un peu ce qu'on peut trouver sur le vieux continent, on est complètement étonné. Alors ça c'est le premier aspect. Et puis au bout d'un moment, cette société-là produit des tares, mais on en voit les effets que 3 générations après. Et il est évident que l'Amérique de 1900-1910, qui est productive, qui est ingénieuse, qui a très confiance en elle, qui a l'avenir devant elle, ne ressemble pas du tout à l'Amérique de 1970-1980, qui déjà expérimente des crises économiques, l'arrivée de phénomènes nouveaux comme l'utilisation de drogue à grande échelle, etc. La destruction aussi de la famille traditionnelle, pour ne pas parler de la question raciale. Bon, vous voyez que ça met du temps à incuber, mais ça produit au bout d'un moment quand même ses effets. La démocratie de marché est quand même une force dissolvante, fondamentalement. Alors, ils ne sont pas encore une démocratie. Je pense que la Chine, comme elle est sous un système autoritaire, bénéficie de cet avantage. Ça limite la tendance naturelle des sociétés consuméristes à l'anarchie. Pourquoi l'anarchie ? C'est assez simple. Si une société est fondée sur la consommation, vous allez voir que finalement, comme on dit dans le commerce, le client est roi.
Alors, c'est une forme de démocratie. Quand on dit le client est roi, c'est une forme de démocratie. Donc c'est lui qui va dicter par ses goûts et son pouvoir d'achat les tendances, même si on peut bien sûr les influencer avec le marketing, etc. Mais on va voir les niches se multiplier, on va voir les possibilités de consommation se multiplier, et ça va générer un effritement du corps social, en tendance, sous-tendance, etc. Et au bout d'un moment, vous avez ce phénomène d'atomisation inhérent à la démocratie de marché. Et voilà, et je pense que la Chine a aujourd'hui l'avantage d'une forte cohésion, relative, parce que c'est quand même un très grand pays avec des provinces, etc. Mais quand même une cohésion et une identité forte. L'envie de revanche aussi, avec le sentiment finalement que les puissances occidentales ont empêché la Chine d'être une grande puissance au XXe siècle et de se dire voilà, bah, ça sera le XXIe. Donc c'est vrai que la revanche, c'est un bon carburant psychologique. On se dit voilà, l'histoire est de notre côté, c'est notre tour, comment dirais-je, on va y arriver, et puis la preuve, regardez tout ce qu'on a déjà réalisé, etc. Et au bout d'un moment, commencent à se manifester les pathologies sociales. Et en fait, je pense qu'il y en a déjà en Chine. Et une de ces plus claires manifestations, je crois, c'est le taux de natalité de la Chine. C'est un pays qui a aujourd'hui un enfant par femme, plus ou moins, et qui n'a pas grand-chose à envier à une société malade, comme par exemple la Corée du Sud, où ils en sont à 0,7 enfants par femme. C'est carrément une société, la Corée du Sud, capitaliste, hein, qui en est arrivée à ne pas faire d'enfants. Il y a un refus du futur. Les enfants, c'est le futur. Hein. Donc c'est un refus de la projection dans le futur, parce qu'on va se focaliser sur la satisfaction de ses plaisirs immédiats, notamment les femmes, mais aussi les hommes. Donc pourquoi se projeter dans une famille, pourquoi faire 2 enfants, 3 enfants, puisque ça va forcément obérer le budget disponible pour acheter par ailleurs ce qu'on aimerait acheter, faire des voyages, etc. Vous connaissez très bien ça avec les femmes. Hein. Les femmes veulent avoir une carrière, sous-entendu de l'argent, elles veulent pouvoir aller où elles veulent quand elles veulent, pas s'ennuyer avec, entre guillemets, des enfants à 22 ou 23 ans. Et oui, mais ça a un coût. Ça a un coût, c'est le vieillissement accéléré de la société. Et ça produit des catastrophes. Et en Chine, ils en sont là. Et je ne crois pas que l'Allemagne nationale-socialiste avait ce problème-là. Je pense au contraire qu'ils stimulaient la natalité, on stimulait la confiance du peuple en son entier dans l'avenir, on ne cherchait pas particulièrement à flatter les satisfactions des besoins immédiats, même si on devait, ça c'est très clair dans le message du national-socialisme allemand, hein, même s'il faut répondre aux besoins légitimes du peuple en termes de logement, en termes de soins, en termes de, quand même aussi de loisirs pour les travailleurs, mais il y avait quand même l'idée de porter le peuple vers le haut. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de retrouver tout à fait ça dans la Chine. Je crois qu'elle souffre déjà beaucoup des maux du capitalisme qui affectent les sociétés occidentales, mais c'est moins marqué parce qu'ils ont pris le train en dernier. Ils ont pris le train en dernier. Donc, si demain la Corée du Nord se convertit, par exemple, au capitalisme, si elle s'ouvre, je pense que nous verrons aussi, comme ça, pendant 20 ou 30 ans, une espèce de société qui donnera l'illusion, comme ça, d'une société d'ordre, en même temps très dynamique au plan économique, et qui aura l'air d'être relativement hiérarchique. Mais tôt ou tard, là aussi, les mêmes problèmes commenceront à surgir, parce qu'avec, je le dis bien, avec ce consumérisme, naît fatalement une forme d'égoïsme consumériste. D'accord ? C'est moi avant les autres. Moi avant le pays, moi avant la nation. Moi. Voilà. Et c'est ce dont on souffre aujourd'hui en Europe, c'est évident. Le moi passe avant le nous. Voilà. Et je crois quand même que le national-socialisme fait passer le nous avant le moi. Voilà, voilà ce que je voulais dire en résumé. Jean ? Le bien commun. Donc ça, le bien commun, c'est le communisme. C'est le collectivisme. C'est quand l'individualisme occidental, donc, c'est l'Occident qui invente l'individualisme avec Jésus, d'accord ? Quand cet individualisme est tué, et Macron l'a dit 100 fois, il faut faire passer vos intérêts après ceux de la société. Il a dit de plein de manières différentes, c'est du maoïsme tout ça. Et c'est du communisme plus généralement, puisque Mao a adapté Staline, qui lui-même a adapté Lénine, qui lui-même a adapté Marx. Et donc, à chaque fois, on a une nouvelle version, et cette version 3 ou 4.0, je ne sais pas combien, du communisme,
c'est on va basculer la mondialisation libérale dans une mondialisation communiste, en fait. Donc on va démondialiser et on va imposer aux gens des confinements. Donc ça, c'est le goulag à domicile. Donc ça, c'est un truc communiste typique, c'est la limitation de la liberté de circulation. La mondialisation libérale, c'était circuler où vous voulez, faites du commerce avec qui vous voulez, et nous, les Américains, avec notre armée, on va vous garantir la circulation des biens et des services et de l'information grâce à Internet. Donc là, on est sur un modèle, d'accord, qui est critiquable. Oui, j'entendais la pornographie, effectivement, ça on peut critiquer, on doit critiquer même. Mais globalement, c'est quelque chose qui apporte à l'humanité, parce qu'on n'a jamais autant communiqué et aussi facilement. Là, on est à 17 000 km, on se parle en direct, là, comme si vous étiez à côté de moi. Il y a plein de gens qui nous regardent. Pas assez, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et donc, ça, c'est un modèle. C'est le modèle occidental. Depuis 5 siècles, on développe ce modèle pour sortir les gens de leur ignorance, de leur pauvreté et des réflexes dictatoriaux qu'on a en chacun de nous, qui consistent à vouloir rendre les coups, hein, ça aussi c'est Jésus, c'est casser le cycle de la violence. Ok, ça c'est le modèle occidental. Maintenant vous avez le modèle communiste, qui consiste à mettre tout le monde dans des goulags, à domicile ou pas, qui consiste à empêcher les gens de circuler librement, donc, mais aussi de faire du commerce librement, qui impose un État central, que ce soit au niveau national ou international, c'est ça le gouvernement mondial, pour maîtriser, contrôler, fliquer et ficher tout le monde via des nouvelles technologies, donc offertes par l'Occident, mais qui sont détournées de leur utilisation humaine pour une utilisation inhumaine. C'est-à-dire qu'on va avoir l'équivalent des miradors, vous savez, dans les camps de concentration, ou le panopticon qui avait été inventé par Bentham. C'est-à-dire on peut voir à tout instant tout le monde, du haut de sa tour, et soi-même, on est au-dessus, donc, le Parti communiste chinois. Et ce modèle-là, il est en train de se diffuser à grande échelle, avec les nouvelles routes de la soie, notamment, qui est un des outils du Parti communiste chinois pour l'imposer dans plein de dictatures, dont les dictateurs ne font que rêver. Hein. Ils rêvent de ce système pour maîtriser leur population, encore mieux qu'ils ne le font aujourd'hui, et rester au pouvoir et avoir tout le prestige et la gloire liés au pouvoir. Donc voilà en gros les deux modèles. Donc les deux, évidemment, sont opposés frontalement. Et la grande différence, on peut critiquer McDonald's, on peut critiquer la malbouffe, etc. Je suis le premier à le faire. On peut critiquer aussi les GAFAM. Et j'ai fait tout un livre, le livre noir des géants de l'Internet. Donc, ok. Mais il y a un modèle qui s'impose à nous. Les confinements, on n'a pas eu le choix. Le pass, on n'a pas eu le choix. Le QR code. Donc, ils veulent nous imposer maintenant ça au niveau mondial. Voilà, c'est ça le gouvernement mondial. Et donc ça, c'est le projet communiste. D'accord ? Le projet libéral, protestant et libéral, c'est un projet des nations. Donc c'est l'opposé. Et à chaque fois, les communistes et leurs idiots utiles veulent nous faire croire que c'est le projet des Américains d'imposer ce nouvel ordre mondial. Alors que non, c'est la Chine et la Russie en particulier qui veulent l'imposer. Mon père, qui était lui-même un communiste, moi je suis un fils de communiste, c'est pas un secret, je suis un fils de communiste, et mon père, jeune communiste, me l'a dit de vive voix, il me l'a dit. J'allais chez les anciens, il y avait des réunions de cellules du Parti communiste. Il y en avait partout à l'époque. Et il y avait des anciens de la guerre. Et eux, ils étaient préparés pour le coup d'état révolutionnaire, léniniste. Ils avaient été formés pour ça. D'ailleurs, d'une certaine manière, je leur reconnais ça. C'était des gens qui se donnaient totalement à la cause. D'accord ? C'était des vrais communistes. Ils étaient intégralement pénétrés de la cause. Et ça, je le reconnais. Et mon père me disait ça, il dit, bon voilà, il y a un coup, il y a une réunion de cellules, etc. Puis alors, on arrive chez le mec, déjà il y avait le portrait de Staline. Et officiellement, la déstalinisation avait eu lieu. Mais dans beaucoup de cellules du Parti communiste, Staline était encore l'idole absolue. Alors, le gars, il bossait dans les chemins de fer. Et il y a un con qui dit, je sais plus quoi, il faut faire telle action, etc. Aller tracter, etc. Et le vieux communard, chez qui il se rassemblait, sous le portrait de Staline, il dit, moi j'en ai rien à foutre de tes histoires de tract. Si tu veux, je te fais sauter ce que tu veux, mais tes histoires de politique, ça m'intéresse pas. C'était des gens comme ça.
C'est des gens qui voulaient l'action directe pour la révolution, tout foutre en l'air et imposer la dictature du prolétariat. Mais faire de la politique politicienne, ça s'intéressait pas du tout. Et là, c'était des gars qui étaient issus d'ailleurs de ces mouvements clandestins de la Deuxième Guerre mondiale, staliniens, marxistes-léninistes, révolutionnaires, qui étaient prêts à assassiner absolument tout le monde pour parvenir à leur fin. Ça, c'est la réalité. Hein. Ah oui, oui. Mon père me l'a dit, hein, il m'a dit, voilà, moi je me suis retrouvé dans une réunion de cellules avec des gens comme ça. Mais il n'était pas du tout choqué, pas du tout. Mon père m'a pas dit, c'est odieux, c'est scandaleux, ça m'a fait partir en courant, ça. Non, bah, il était ça l'amusait énormément. Il en rigolait beaucoup. Rétrospectivement, il était pas du tout choqué. Mais il disait, voilà, on voyait bien qu'il y avait, générationnellement, il y avait une rupture, quoi. Il y avait les gars qui voulaient faire la révolution, puis il y avait les mecs les gens d'après qui voulaient pas du tout faire la révolution. Enfin, le PC n'était plus ce qu'il était, quoi. Voilà. Mais c'est pour restituer, pour nos auditeurs, il faut bien comprendre que avant-guerre, dans cette époque-là, au moment où on parle, là, donc on parle de Laporte dans les années 30, être communiste, c'est vraiment la révolution. On va foutre tout en l'air, on va tuer des flics, on va tuer des curés, on va tuer des leaders nationalistes, on va les abattre en pleine rue, etc. Bien avant la guerre en elle-même, où vous allez avoir ce mouvement, ce qu'ils vont appeler la résistance, on va avec les assassinats, bien avant ça, les mecs sont sur cette ligne, c'est la révolution marxiste, on va tuer l'ennemi, n'est-ce pas? Quand vous entendez notre ami Raphaël Arnaud dire, faut faire, c'est ça, c'est on va les assassiner, on va les tuer chez eux, on va faire sauter leur baraque, voilà, bon alors évidemment ils ont moins de nerfs qu'à l'époque, mais il faut bien comprendre cette matrice mentale, parce que sinon on comprend rien. Voilà. Bah alors moi je viens, mon père était communiste, c'était vraiment ça, c'était le tropisme révolutionnaire, le tropisme guerrier, révolutionnaire, on va abattre l'ordre en place. Alors, bon, il se trouve que je suis hitlérien, donc voilà, mais c'est comme ça, hein, on peut pas se refaire, mais au fond on est très proches. On n'est pas d'accord sur les buts. Mais entre les fascistes et les NS et les véritables marxistes révolutionnaires, il y a un ADN commun qui est l'ADN de la révolution. Moi, autant je suis partisan de l'ordre, mais pas de n'importe quel ordre. Et je comprends la fièvre et la colère, pas aujourd'hui dans les mouvements gauchistes, mais la colère saine du peuple face à une injustice. Ça, je m'identifie à ça. Et c'est ça qui a été la force d'Adolf Hitler, qui a créé son grand mouvement national-socialiste. Et de Mussolini, bien évidemment. Mais donc pour moi les rouges, c'est pas du tout un objet politique inconnu. Parce que mon vieux était rouge. T'es rouge, cégétiste et tout. Mais attention, pas cégétiste comme maintenant, là, comme les tocards, la bureaucratie ou je ne sais. Mon père, c'est un travailleur manuel. Il travaillait sur les chantiers. C'était un vrai communard, syndicaliste, mais du bas peuple, travaillant avec ses mains. C'était un vrai prolétaire, tu vois. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pas un objet inconnu pour moi. Alors que les autres, tous ces gauches, pour ça aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, la révolution, elle est forcément dans le fascisme. La vraie révolution. Elle n'est pas dans le jargon de gauche. Hein. Enfin bon, je t'ai interrompu, mais c'est pour dire que... c'est pour resituer, quoi. Hein. Ces personnages-là, faut bien voir qu'entre 20 et 30, à gauche, il y a une fièvre révolutionnaire. Et ça, il faut le comprendre. Si vous comprenez pas ça... C'est pas pour dévaloriser. Hein. Je mets pas en accusation les gars qui étaient à gauche à cette époque-là. Hein. Ça, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis simplement, nous avions là des gens qui voulaient changer le monde, qui étaient convaincus de pouvoir changer le monde et qui étaient prêts à aller jusqu'au bout pour changer le monde. C'était pas des mots creux. Maintenant, nous, on dit changer le monde, oui, bon, oui, bien gentil. À l'époque, on prend au sens littéral changer le monde. De toute façon, on n'a rien à perdre. Grosso modo, on vit plus ou moins dans la misère, donc on n'a rien à perdre. Donc on y va à fond, on y va à 100%, et en avant, et on verra bien ce qui se passe. C'était ça la culture. Sinon, on comprend pas la culture révolutionnaire de la gauche à l'époque, et la virulente opposition qui était la leur
à des forces nationalistes. On peut pas comprendre. Et des parcours comme Doriot, ça c'est intéressant parce que c'est des gars qui viennent de cette gauche populaire de la banlieue parisienne, mais qui comprennent que le marxisme est une arnaque, que tout est contrôlé politiquement depuis Moscou et que tout ça c'est... Il comprend et lui propose une voie nouvelle. Et là, c'est une crise très grave et ça fait très très peur évidemment au marxisme parce que pour le marxisme, le national-socialisme c'est la fin de l'aventure. Forcément, c'est une espèce de nationalisation du marxisme en fait, le national-socialisme. C'est-à-dire qu'on dit voilà, ça y est, c'est terminé, maintenant ça se passe au niveau du pays, il y a plus d'internationalisme. Ah bah s'il y a plus d'aventure internationaliste, le marxisme est mort. Donc ça, pour ces gars-là, c'était une déclaration de guerre existentielle. C'est pour ça que des gens comme Doriot, que des mecs qui venaient de la droite, les combattent, ils s'en foutaient complètement. Ils le savaient, ils s'y attendaient. Mais que des gens viennent de la gauche et du Parti communiste et deviennent des militants fascistes comme Doriot, alors pour eux, ça c'était la fin de tout. Ça c'était le pire du pire. Jean ? En fait, c'est pas exactement ma thèse. Moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nation. C'est le communisme, donc les communistes, c'est sans patrie ni frontières. Donc en fait, quand ils se réunissent en 58 dans les 81 partis communistes que raconte Golitsyn, puisqu'il a assisté lui-même à une de ces réunions au plus haut sommet, avec Shelepin, donc le numéro 2 du KGB à l'époque, qui explique le plan, c'est très important, c'est les 81 pays, les 81 partis communistes qui se mettent d'accord. C'est pas juste Mao, juste Khrouchtchev, etc. Donc en fait, les communistes, en fait, on pense en nationalisme, c'est normal, on est des patriotes. Mais eux, non. Eux, c'est pas des patriotes. C'est pour ça qu'ils veulent un gouvernement mondial. Et donc, ils s'en foutent qu'il y ait des Russes, des Chinois, etc. Pour eux, tout le monde se vaut. Alors, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des intérêts personnels. Ça, c'est autre chose. Mais au niveau pays, ça n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, ils font croire, comme Staline a fait croire qu'il était un nationaliste en 1941, parce qu'il savait bien que le communisme, ça n'allait pas permettre à l'URSS de se défendre face à Hitler. C'est le nationalisme qui permet de se défendre. Donc voilà le jeu, parce que ces gens-là sont dans l'hypocrisie permanente et le mensonge total, c'est le village Potemkin nationaliste. En fait, ça n'existe pas à leurs yeux. À leurs yeux, il y a des gens qui font partie de l'international communiste. Voilà ce que je crois. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs Golitsyn. Donc en fait, la Russie, la Chine, tout ça, ils savent qu'ils peuvent s'en jouer pour se jouer des Occidentaux, qui eux voient des pays. Mais eux ne voient pas des pays. Ils savent ce que c'est dans les yeux des Occidentaux, et c'est ça leur génie, c'est qu'ils savent se mettre dans les yeux de l'ennemi. Ce que nous n'avons pas su faire, et c'est ce que Golitsyn nous apporte sur un plateau, en fait, c'est les plans de l'ennemi. Voilà, première chose. Alors deuxième chose, en fait là, c'est peut-être là où on ne sera pas d'accord, c'est qu'il n'y a jamais eu en fait de capitalisme digne de ce nom en Chine, puisque le parti a été maître du début à la fin, c'est-à-dire que à Tiananmen, on sait maintenant que ce sont des étudiants communistes chinois qui ont initié le mouvement. Donc, parce que dans la culture du Parti communiste chinois, c'était déjà des étudiants communistes chinois qui avaient lancé la révolution du Parti communiste chinois, en fait. Donc, c'est dans leur culture, ça commence toujours par les étudiants. Et ensuite, il y a effectivement des vrais dissidents, là, qui se sont découverts, qui ont émergé, ce qu'ils n'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu ces premiers étudiants qui étaient sortis en commençant à dénoncer. Résultat, ils ont pu les identifier et les liquider. C'est comme ça qu'ils ont procédé aussi sous Mao. Sous Mao, ils ont liquidé la classe capitaliste, les petits propriétaires, les petits agriculteurs, etc. C'était un désastre, mais contrôlé. Parce que derrière, ils ont pu libéraliser avec Deng Xiaoping. En tout cas, quand ils ont libéralisé sous Deng Xiaoping, il n'y avait plus de classe moyenne, il n'y avait plus de classe capitaliste. Donc c'était le parti qui gérait tout. Voilà. Et effectivement, dès qu'il y a un déviant, on le tue. Ou on le fait disparaître, ou on le met au cachot, etc. Jack Ma étant... maintenant, il s'est planqué au Japon, etc. Est-ce que Vincent veut rajouter quelque chose là-dessus ou pas ? Non, parce que ça nous mènerait trop loin. Je dirais juste qu'en effet, en fait, ces sociétés, surtout la Chine, je pense, ça va aller très vite dans la dégénérescence, parce que c'est vrai que ce sont des gens très très disciplinés. Donc ça va certes permettre à la société au tard de ne pas se révéler donc avec une rapidité qu'on pourrait attendre, mais il y a un contre-phénomène qui pourra quand même accélérer les choses, c'est que, comme disait Tony Anatrella,
sans une conception spiritualiste de l'homme dont nous avons pourtant hérité, il est difficile d'être intéressé par autre chose qu'à ses intérêts immédiats. Et c'est vrai. Et comme c'est un peuple qui, pour la plupart, est très très matérialiste, donc qui est dénué de spiritualité authentique, il va y avoir vraiment une irruption de l'individualisme qui va accélérer cette décomposition. Donc en Chine, on est entre deux choses. Un peuple naturellement discipliné, donc où ça peut ralentir les arrivées des tares, comme tu les as très bien décrites, parfaitement, j'ai rien à rajouter, mais il y a aussi une absence de spiritualité très forte qui va accélérer. Donc la Chine, je pense, va s'effondrer à un moment, ça va aller très vite. Quand la désunion va naître, quand l'esprit de cohésion va disparaître, là ça peut aller très très vite et la Chine pourra s'effondrer très très vite sans que rien ne puisse arrêter cela. Voilà, donc pas d'espoir pour moi du côté de la Chine. Alors ceci étant dit, il y a des bons technologiques considérables, personne ne le nie, hein. Son poids économique est considérable, il va continuer à augmenter, mais c'est aussi un pays qui est sujet aux convulsions, hein. On compte plus les guerres civiles en Chine quand même, hein, historiquement, donc parce que c'est un pays très grand, encore une fois, il y a une diversité culturelle, donc je pense qu'il peut y avoir comme ça des crises qui surviennent dans le futur, c'est même inévitable. Alors maintenant, évidemment, c'est toujours relatif, c'est-à-dire que il faut regarder les stades d'évolution, de maturation des différentes sociétés. C'est sûr que si on porte le regard, par exemple, sur la France ou sur les États-Unis et qu'on compare à la Chine, bon, évidemment, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais bon, tout ça sont des processus, et si chaque pays a son rythme dans le processus suit quand même son cours. Voilà. Donc je serais aussi plus réservé sur la Chine, même si je crois que ça va devenir la première puissance économique du monde, qu'elle va évidemment faire des percées importantes dans les technologies, tout ça est entendu. Mais bon, il y aura quand même, je pense qu'il faut observer ce pays de près, parce que faut voir que c'est un pays dont la démographie va se contracter massivement, hein. Ils vont avoir des problèmes de vieillissement considérables, je veux dire, et ils ne peuvent pas, alors là pour le coup c'est très clair, ils peuvent pas faire appel à l'immigration. Vous voyez, alors je pense qu'il ne faut pas le faire, c'est clair, mais vu la taille de la Chine, je veux dire, il y aurait jamais assez d'immigrés, je veux dire, donc ça ne peut pas être, pour les dirigeants chinois, en fait, en raison de la taille du pays, ça ne serait même pas une possibilité. Je veux dire, ça ne serait même pas, il y en aurait jamais assez, si vous voulez, quoi. Bon. En Europe, on essaie d'en amener ici ou là. Bon, il y a une proximité avec l'Afrique et tout. C'est pour faire d'ailleurs des tâches peu qualifiées, etc. Mais bon, imaginez en Chine transférer 300 millions d'Africains. Enfin, ça ne... On sait très bien que pour le coup, ça ne fonctionnerait pas. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Chinois sont beaucoup plus racistes que les Blancs. Beaucoup plus racistes que les Blancs. Et que, en fait, les dirigeants n'en auraient même pas l'idée, pour commencer. Voilà. Quand on écoute un peu la presse de gauche, on a l'impression que les Blancs sont les plus racistes d'entre tous les racistes, qu'ils ont inventé le racisme. Alors, effectivement, intellectuellement, les Blancs ont théorisé le racisme, mais les comportements racistes, les instincts racistes ne sont pas propres aux Blancs, c'est évident. Les Blancs ont pris conscience qu'il y avait des réalités raciales, c'est très différent. Mais les Chinois sont parfaitement racistes. Et on ne peut pas imaginer dans ce type de société un afflux massif d'Africains. Enfin, ça se passerait vraiment très, 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 très mal. Très, très, très mal. Et dans le sens inverse aussi, d'ailleurs, vous pouvez suivre ça un peu de près, mais quand on met des Chinois en Afrique, le climat est quand même assez tendu. Il y a quelques Chinois qui ont travaillé en Algérie et qui travaillent encore en Algérie. Ça ne rend pas particulièrement enthousiaste les Algériens. Voilà. Alors pourquoi il y a des Chinois en Algérie ? Eh bien parce que les Chinois ils travaillent tout simplement. Donc les dirigeants algériens peuvent acheter à la Chine clé en main des infrastructures. Et s'il faut les faire à des Algériens, elles seront jamais finies, quoi. Voilà. Et bon, ça crée des tensions. Donc vous voyez, mélanger les peuples, ça marche jamais très bien. Donc voilà, je dis ça en passant.
j'étais assez surpris parce que j'étais anti-islam. Donc, moi, on m'avait dépeint les maghrébins musulmans, etc., comme des salauds absolus, des mecs qui voulaient mettre le voile à toutes les femmes. Bon, vous en rencontrez, ben, ils vous invitent chez eux, pardon, ils vous proposent le couscous, etc. Donc là, il faut un peu baisser d'un ton les insultes raciales, notamment, ou même anti-islam. Alors je sais que en France, on aime bien parler des musulmans. Hein. Ça, c'est le truc qui revient souvent, c'est les musulmans. Parce que ça sert un peu de pléonasme, en fait. Enfin, pas de pléonasme, mais de terme générique pour présenter l'immigration. Mais toute l'immigration qui arrive en France n'est pas une immigration musulmane. Et c'est ça me dérange un peu, parler tout le temps de l'islam, comme si le problème d'ailleurs était religieux. Il y a un problème intrinsèque à l'islam, j'en conviens. Mais tout problème migratoire n'est pas résumé à l'islam. C'est loin s'en faut. Preuve en est, regardez cette immigration noire catholique qui vient du Congo et équivalent et qui arrive chez nous. Je veux dire, est-ce que c'est plus bénéfique ou pas, vous voyez? En fait, ils sont feignants, ils sont lents, ils sont sales, ils sont patibulaires. Enfin, il y a rien à faire. Vous ne pouvez rien m'en foutre, quoi. Vraiment. Hein. C'est quand même spécial. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pareil avec les. Mais j'ai remarqué d'ailleurs, à la faveur d'un reportage, qui était assez vieux d'ailleurs, qui devait avoir une dizaine d'années, si c'est pas 15, il y a carrément déjà des communes de l'Île-de-France qui sont carrément repeuplées d'Indiens. Donc il y a quand même une immigration indienne en France. Indo-pakistanais, c'était les deux. Et des communes vraiment d'IDF, quoi, avec des vrais noms français, etc. Voilà. Il n'y a que des Indiens dans la rue. Soit des Pak-Pak, soit des hindous. Et qui sont installés là depuis un moment. Et en fait, mais on n'en parle pas trop, mais ça existe. Alors ça prend pas les proportions d'Angleterre, hein. Mais il y en a quand même. Et il y a plus un blanc, évidemment. Voilà. Alors j'ai envie de brièvement donner la parole à Vincent. Je sais pas si Vincent a trop envie d'en parler, mais parce que comme je disais, Vincent, hein, bon, en gros, en France, on parle des musulmans, hein, les musulmans, l'islam, les musulmans, les mosquées, voilà. Et quand en fait on regarde dans les autres pays blancs, c'est pas nécessairement l'immigration musulmane, mais c'est aussi catastrophique. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi sur ce discours un petit peu monomaniaque sur l'islam pour voir le problème dans sa globalité. Enfin, en tout cas, ça c'est mon approche. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? J'ai pas grand chose à dire parce que je connais pas le dossier, donc comme d'habitude je parlerai pas de ce que je ne connais pas. Moi, je suis antiraciste, hein, ma femme est algérienne, donc voilà. Vous disiez que c'était des gens extrêmement sales. Moi j'ai un petit témoignage à donner. Quand je suis arrivé en Angleterre, la maison dans laquelle j'ai emménagé, qu'on me prêtait, justement pour y faire des réflexions, avait été occupée pas par des Indiens ni par des Pakistanais, mais par des Népalais. Bon, ça reste quand même des gens de la même région. Je peux vous dire que la maison avait été dévastée. À tel point que c'était à se demander si les gens n'avaient pas fait exprès. Et les portes étaient arrachées, elles tenaient plus sur leur gonds. La salle de bain, naturellement, il n'y avait plus de tuyaux de douche, plus rien, elle ne devait pas être utilisée depuis très longtemps. Bon, il n'y avait pas de crasse. Mais même dans la cuisine, au-dessus des meubles de cuisine, donc entre au-dessus des meubles et le plafond, on a retrouvé des bouteilles vides, du pain moisi, mais c'était vraiment infâme. C'était infâme. Et je me rappelle que, par exemple, la porte qui donnait sur les toilettes, il y avait une clé à l'intérieur, donc elle pouvait plus s'ouvrir. Et donc pour aller aux toilettes, il fallait passer par le jardin. Enfin, c'était tout à fait abominable. Et le propriétaire m'avait dit, bon ben voilà, c'est embêtant, on pourrait pas aider, mais en 10 minutes, moi je l'avais réparé la porte. J'avais enlevé le bout de clé qu'il y avait à l'intérieur, bon, etc. C'était pas difficile. Et la vitre de la salle de la cuisine, je pensais que c'était une vitre, vous savez, une vitre opaque. Enfin, non, pas opaque, une vitre qui était comme un verre cathédrale, si vous voulez, hein, pour pas qu'on voit à l'extérieur. Ça me paraissait bizarre, mais pourquoi dans la cuisine? Mais en fait, non, c'était de la crasse. Et il a fallu, en frottant bien, mais alors il a fallu frotter, même à la ponceuse, enfin c'était abominable, on a retrouvé une vitre normale. Donc c'est-à-dire que les gens avaient laissé se déposer la crasse pendant tellement de temps que la vitre en était devenue comme une vitre cathédrale. Et partout, c'était une crasse abominable. Je veux dire, voilà. Et donc, naturellement, le propriétaire ne pouvait plus la louer
c'était impossible. Moi, comme j'étais en fuite et qu'il me connaissait, il m'a dit écoute Vincent, cette maison tu l'as gratuitement à condition de la restaurer. On l'a restaurée. Mais c'était à se demander, voilà, si ces gens n'avaient pas fait exprès. Mais en fait, non. C'était vraiment hyper sale. Et c'était donc une famille de Népalais, très probablement qui avait ramené des potes. Enfin, c'était abominable. Donc, ce que vous avez dit par rapport à l'Inde, moi, ne m'étonne pas. Et là, j'en termine avec ça, parce que j'ai pas grand-chose à dire. C'est qu'il y a en effet énormément de tensions. Énormément de tensions entre leur communauté ou leurs croyances. Et il en faut peu pour que ça dégénère. Vous avez des quartiers, d'ailleurs, vous voyez bien, vous avez des Sikhs, mais ils se mélangent pas entre eux du tout. Hein. Et j'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours été frappé par le racisme, je sais pas, l'ethnisme, je sais pas trop quoi, qui existe chez ces gens. Ceux-là, ils n'ont aucun complexe par rapport aux blancs. Donc oui, c'est assez frappant de voir que quand on importe des gens comme ça, on importe en gros, oui, pour quelques personnes valables, je dis pas, hein, mais on importe quand même une bombe à retardement. Bien évidemment. Alors messieurs, nous allons parler de la menace russe. Parce que la Russie nous menace. Il y a un truc qui me casse les couilles, c'est dans la propagande anti-ukrainienne. Alors il y a des tas de trucs, je suis d'accord. Mais alors, les Ukrainiens c'est des nazis, c'est affreux. Bon alors là si j'en ai vite soupé quoi. Les Ukrainiens ont en fait, je pense que il y a une confusion chez les Ukrainiens, mais je passe. Parce qu'ils en veulent à la Russie pour les crimes qui ont été commis par l'Union soviétique en Russie. Mais il faut faire la distinction entre la Russie actuelle et l'Union soviétique. Ce sont deux régimes radicalement différents. D'abord parce que la Russie actuelle est quand même globalement gouvernée par des Russes, et c'était pas le cas de l'Union soviétique. Et les crimes commis par les communistes en Russie sont absolument abominables et à grande échelle. Et quand l'armée allemande est entrée en Ukraine, ça a été une libération. Et les soldats allemands ont été accueillis exactement dans ces termes par les populations ukrainiennes. Alors, quand on entend aujourd'hui des pingouins venir t'expliquer que les Ukrainiens c'est des nazis, que ceci est... Quand tu t'es tapé l'Union soviétique sur le coin de la gueule, qu'ils ont fait crever tes gamins jusqu'à 8 millions de personnes, tu vas pas baiser le cul des communistes ni de l'Union soviétique. Il faut un petit peu s'arrêter aussi 3 secondes. Hein. Voilà. Moi, quand j'entends des gens essayer de m'expliquer que les Ukrainiens, les Ukrainiens, ils n'ont pas tort sur toute la ligne sur ce qui s'est passé. Il ne faut pas non plus caricaturer. Donc il y a toute une musique par certains individus. Là, les Castelnau et compagnie, qui sont des militants communistes. Castelnau est un homme du Parti communiste. Un homme du Parti communiste. Et équivalent, qui ressort toute la propagande stalinienne pour diaboliser le fait national ukrainien et faire oublier les crimes de masse de l'Union soviétique contre l'Ukraine, ça c'est allé un peu vite en besogne, et pour moi, nationaliste, c'est allé trop loin. C'est allé beaucoup trop loin. On peut être contre la guerre, on peut dénoncer Zelensky tant qu'on voudra, et à raison, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une critique historique à mener, elle a été menée. Et quand les soldats allemands sont rentrés en Ukraine, ils ont été accueillis en libérateurs, parce que c'est ce qu'ils étaient, des libérateurs. Ils ont libéré l'Ukraine des assassins communistes. La menace est très réelle que Trump retire les troupes américaines et qu'il soit à poil. Parce qu'il n'y a plus de protection nucléaire, il n'y a plus rien. Trump, si c'est le cas, et si l'armée ukrainienne est vaincue, l'armée russe peut avancer jusqu'à Berlin. Pas sans mal, hein. Pas sans mal, hein. Mais si c'est la volonté des Russes, virtuellement, ils peuvent avancer jusqu'à Berlin sans craindre de bombardement atomique. Vous voyez, c'est exactement là qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait dit dans les médias en tant que tel, parce que pour pas faire peur aux gens. Mais ce que je sais de mes informations, c'est que Trump a mis le deal entre les mains des représentants européens. Il leur a dit, écoutez, vous prenez mon plan de paix, sinon je retire unilatéralement mes troupes d'Europe, et vous discuterez directement avec Poutine. Mais moi, j'aurais sécurisé mes intérêts, et voilà. Alors, est-ce que tu veux revenir sur tel ou tel point? Peut-être qu'on peut commencer par le début. La menace est-elle une menace existentielle pour l'Europe et pour la France?
Bon, voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la question russe, pas du tout, mais il est bien évident que ce discours qui fait naître la peur est un discours purement stratégique et à mon avis mensonger. Il n'y a pas de menace existentielle de la Russie sur la France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, mais et sur l'Europe en général. Je veux dire, ce n'est pas du tout l'objectif de Vladimir Poutine. Il est pris en Ukraine pour l'instant. Il veut assurer ses frontières. Alors, à tort ou à raison, moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon sujet. À tort ou à raison, il estime que il doit assurer ses frontières face à une menace que ferait porter à l'époque les États-Unis, peut-être moins maintenant, là ça a évolué avec Trump, etc. Mais enfin, parler de menace existentielle, c'est risible. Je veux dire, il n'y a pas de menace existentielle, à mon avis. Et j'ai trouvé, moi, le discours d'Emmanuel Macron complètement fou. Complètement fou. Je veux dire, c'est vraiment le discours qui sème la panique. Et ça me rappelle exactement les discours d'avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Hitler ne respecte pas ses engagements. On n'explique jamais ce qui s'est passé. Pourquoi finalement, à un moment, un accord qui a été signé après la situation ayant évolué, eh bien, on est obligé de prendre des décisions. Donc c'est exactement le même squelette. On a un ennemi qui nous menace de façon existentielle, qui ne respecte pas ses accords. Donc il faut s'armer. Il faut s'allier entre nous et en gros être prêt à faire la guerre. C'est évident que Poutine ne veut pas envahir l'Europe. D'ailleurs, il n'a pas menacé à peu près tous les pays européens de les envahir, de leur envoyer l'arme nucléaire à partir de Kaliningrad ou de la Biélorussie ou de n'importe où. Enfin, dans quelle réalité vous vivez? Vous avez été où ces 3 dernières années? Il n'a pas voulu prendre Kiev en entier, peut-être? Et s'il avait pris Kiev, il n'aurait pas voulu prendre derrière les pays baltes? Là, il ne veut pas prendre la Pologne, il n'a pas ciblé avec son taré de Medvedev. Là, ils n'ont pas fait des tweets ou sur Rossia One, ils ne font pas des menaces en permanence. Enfin, vous êtes dans un niveau de déni, là, les pro-russes, qui est hallucinant. Poutine ne va pas envahir l'Europe? Ah bon? Vous croyez que s'il pouvait le faire, il ne le ferait pas? Vraiment? Là, ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas envahi la Tchétchénie, il n'a pas envahi l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, il n'a pas envahi la Crimée, il n'a pas envahi le Donbass. Ça vous a échappé ou quoi? De quoi vous parlez en fait? Il n'a pas voulu envahir toute l'Ukraine? Il n'a pas menacé tous ces pays? Enfin, bon. Malheureusement, ça c'est des années et des années de propagande pro-russe sur les réseaux, partout par des chatbots, par des machins. Et puis tous ces influenceurs de merde là, à la Xavier Moreau, qui parlent sur Rossia One, qui parlent sur RT, qui parlent... quasiment, il est au bureau de Poutine et il vous parle et vous le croyez, quoi. C'est des vrais patriotes, ça, les mecs qui parlent dans le bureau du président. Le gars, il fait des bisous à Lavrov. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc. Il vit en Russie. Il vous dit que c'est très bien la Russie. Donc c'est un pays étranger qui nous a menacé du feu nucléaire et vous le croyez. Mais à part ça, tout va bien. Il ne nous menace pas. On s'illusionne. On est parano. Déjà, seuls les paranoïaques survivent, hein, cher ami. Donc là, il faut vous réveiller. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous faudra pour vous réveiller. Peut-être une bombe nucléaire sur Paris, vous réveillerez? Non? Parce que jusqu'où ça va, votre délire, là? Quand une bombe nucléaire arrivera sur Paris, vous direz quoi? C'est la faute de Macron? C'est que les pro-russes ne veulent pas parler du mémorandum de Budapest 94, qui est 1 milliard de fois plus important que le massacre d'Odessa. Nous, on nie pas le réel. Mais vous, si. Et vous inversez tout. Donc, c'est bon. Non, les pétainistes et les poutinistes, maintenant, ça se rejoint de plus en plus. Donc, j'y peux rien. C'est comme ça. C'est la position que vous défendez. J'espère que vous la changerez. Ce que dit la Bible, ce que je souhaite, ce n'est pas que mes ennemis meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Voilà. Donc, je ne vous souhaite pas du mal, je vous souhaite du bien. Mais là, vous inversez tout et vous n'avez rien compris. Donc, ah ouais, c'est comme ceux qui nous disaient Hitler à Paris. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et après, Hitler est à Paris. Donc, vous êtes gentils, mais des gens comme vous, et des pensées comme les vôtres, on les connaît en fait. On a une histoire de France, étudiez-la un peu pour voir ce que disaient les Torres à l'époque. Il faut faire la paix, hein, blablabla, blablabla. Il faut faire la paix avec Hitler, même les fascistes, blablabla, blablabla. On connaît. Et après, c'est les mêmes qui détruisaient l'armée française
et qui ont fini par être interdits, mais trop tard, en 1939. Donc, je vous rappelle que si la France a été occupée, hein, c'est à cause des Russes. Le pacte germano-soviétique, ça vous dit quelque chose ou pas? Sans pacte germano-soviétique, il n'y a pas d'occupation française. Il n'y a pas 100 000 morts français. D'accord? Il n'y a pas la collaboration, il n'y a pas tout ça. C'est à cause de Staline et des Russes que Hitler a pu nous envahir. Enfin, vous avez oublié ça? Alors après, Hitler, en 1941, il attaque Staline. Et donc, il faut remercier Staline ensuite d'avoir reçu toutes ces armes des États-Unis. Parce que là, tout seuls, ils étaient foutus, les Russes. Hein. Donc, ils ont dépecé la Pologne en 1939. Ensuite, ils ne sont pas venus jusqu'en France parce qu'il y avait Hitler, mais ils auraient très bien pu pendant le pacte germano-soviétique. Okay, il n'y a pas un seul Russe qui est mort pour la France. Pas un. Vous comprenez? Les Russes sont morts pour Staline, tout comme les communistes français d'ailleurs, qui n'ont pas rejoint la résistance. Ils n'ont rien à faire de la résistance, ils étaient interdits en 1939, jusqu'en 1941. C'est uniquement parce que Staline a été attaqué par Hitler que De Gaulle leur a ouvert les bras, parce que c'est vrai que c'était compliqué de faire autrement, mais à mon avis, il aurait pu mieux gérer le truc. Bref, ça c'est un autre débat. Tous les Russes sont morts pour Staline, pour le communisme, pour l'URSS, d'accord? C'est pas la même chose. Hein. Et c'est les États-Unis qui leur ont donné les moyens de se battre. Sinon, ils étaient cuits face à Hitler. Et malgré toute l'aide qu'ils ont reçue, il y a quand même eu des batailles gigantesques comme Stalingrad, où ils sont passés à très peu de choses de perdre. Je vous rappelle. Alors certes, Stalingrad, après, ça fait basculer la guerre. Des fois, on se demande si on a bien fait d'aider l'URSS. Hein. Parce que c'est ça qui s'est passé. Donc, non. Staline voulait venir jusqu'à Paris. Vous croyez qu'il nous aurait traités différemment des autres pays qu'il a mis sous sa botte en URSS? Ou l'Ukraine, où il y a eu un génocide? On a fait l'OTAN, nous. Voilà. La 4ème République, elle était du côté occidental, du côté israélien, et donc on a fait l'OTAN. Voilà. Et comme ça, Staline, il a dit « Oh, bah, j'y viens pas. Non, s'il y a l'OTAN, je vais pas me prendre l'OTAN dans les dents. » Et voilà. L'OTAN, aujourd'hui, on se demande si Trump va pas faire sauter. Par contre, qui est venu mourir pour la France sur les côtes françaises? C'est pas les États-Unis, par hasard? C'est pas le Canada? Ah, si. Et l'Angleterre? Donc, un peu de respect. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faudrait avoir. Et malheureusement, je vois trop ce discours-là ressortir chez les mêmes qui nous sortent que Poutine est un mec super sympa, en fait. Bien sûr, mais tout à fait. Mais il faut un projet géopolitique pour l'Europe. On en revient à la case départ, en fait. Tous les penseurs les penseurs sérieux du nationalisme en Europe ont compris que le stato-nationalisme étriqué, ça marcherait pas. Il fallait une pensée européenne. On en revient au départ, quoi. Bon, enfin là on est sur du stratégique, c'est une réorientation complète des priorités américaines. Il y a eu une très violente lutte, je pense que les historiens retiendront ça comme ça, hein, une violente lutte au sommet des États-Unis entre les anciennes priorités et les nouvelles priorités. Quel est l'ennemi fondamental des États-Unis? Est-ce que c'est la Russie dans la poursuite de la confrontation après la guerre froide, ou est-ce que c'est la Chine? Il était évident que ce serait la Chine qui deviendrait la priorité, mais ça ne se passe pas sans heurts, en fait. C'est ce qu'on constate, quoi, dans la vie d'un État. Vous avez d'anciens réseaux, des gens dont c'est la raison d'être, etc. Ils sont spécialisés sur la Russie, ils ont des gars qui sont implantés, c'est toute une idéologie, un courant de pensée, etc. Puis du jour au lendemain, non, c'est la Chine. Et vous pouvez pas prendre juste ces mecs et dire maintenant vous êtes affectés en Asie. Ça marche pas comme ça, en fait. Vous avez vraiment des gens qui disent non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, etc. Vous voyez, il y a de la résistance, et quitte à déborder sur la guerre civile, quoi, n'est-ce pas? Et ça devient un peu idéologique aussi, parce que il y a un certain nombre d'arguments qui sont pas totalement stupides. Je veux dire, des gens qui disent, écoutez, si Trump cède sur l'Ukraine, il va céder sur Taïwan. Donc en fait, il affaiblit l'Amérique. Donc vous avez des gens qui sont pour la confrontation prioritaire avec la Chine, mais qui disent, attendez, si on cède sur l'Ukraine, ça va renforcer la Chine. Oui, parce que c'est le phénomène des vases communicants. Et c'est un débat qu'ils ont en interne, quoi, très très violent, très violent. Maintenant, Trump a l'ascendant politique, et il va à fond, et il détruit tout ce qu'il a sur son chemin. Mais on est sur un repositionnement général, et nous, qui sommes des Français, en plus on n'a pas d'éducation géopolitique, quoi. On est vraiment à la ramasse. L'Europe est à la ramasse, collectivement. Enfin, on est tous nuls, quoi. On est des enfants, quoi.
Et on découvre que dans la géopolitique, c'est dur. C'est des moyens, c'est une politique, c'est une volonté. Et il y a quelques États qui ont les moyens de leur volonté. Puis il y a ceux qui sont des touristes, quoi. Et en fait, on est des touristes. Nous, on est des touristes. Et on dit pas ça aux Français, quoi. On ne le dit pas. Les souverainistes, à commencer par eux, ne le disent pas, quoi. Qu'on est des touristes. Ils endorment les gens avec leurs conneries. Et, tout le monde endort le public avec ses conneries, quoi. On se rend pas compte du véritable rapport de force. Parce qu'encore une fois, quand t'es dans l'OTAN, dans le bain, tranquille, tu peux raconter n'importe quoi. T'as pas de choix à faire. Maintenant, les choix se rapprochent, quoi. Alors, fondamentalement, quelle est ma conception de la situation? C'est que l'Amérique se trouve aujourd'hui dans un moment qu'on peut comparer à deux situations précédentes, différentes bien entendu, mais qui ont des similarités. Comparaison n'est pas raison. Premièrement, l'Empire britannique en 1913-1939. Donc c'est un empire en fait qui n'a plus les moyens de ses prétentions. Donc un empire très étendu, thalassocratique, et qui se sent en tout cas menacé à son cœur par un compétiteur qui a les moyens de le menacer. Alors la Grande-Bretagne se sentait évidemment menacée par l'Allemagne. Vous savez que la Grande-Bretagne avait été la grande puissance dominante industrielle du 19e siècle. Elle avait initié la révolution industrielle. Et au tournant du 19e et début du 20e siècle, l'Allemagne était devenue la première puissance industrielle d'Europe. Et la Grande-Bretagne, qui avait établi un empire mondial, se sentait menacée par l'Allemagne, qui était finalement de l'autre côté pas de la Manche, mais de la mer du Nord, quoi, finalement pas très loin. Et la crainte était que finalement un jour peut-être l'Allemagne se doterait d'une flotte de guerre qui pourrait menacer immédiatement la Grande-Bretagne. Et évidemment, la Grande-Bretagne, dans ces conditions, ne pourrait pas protéger son empire mondial, l'Inde, le Pacifique, l'Afrique, etc. Et donc, cette peur a convaincu en tout cas la Grande-Bretagne à adopter une grande stratégie de confrontation avec l'Allemagne. Elle s'est appuyée notamment sur les États-Unis d'Amérique. C'est le premier exemple que je citerai. Deuxième exemple, qui est peut-être plus proche de nous et qui correspond davantage à ce que nous connaissons vis-à-vis de l'Amérique, c'est l'Union soviétique. Dans les années 1980, l'Union soviétique était un empire qui était colossal, qui gouvernait grâce à une idéologie puissante, le marxisme, léninisme et ses émanations. Aujourd'hui, c'est le démocratisme, le droit de l'homisme, le libéralisme, vous voyez, vous pouvez l'appeler de mille façons différentes, l'hédonisme ambiant, etc. Mais qui est à bout, parce que finalement, il n'a plus les moyens. Pourquoi il n'a plus les moyens? Alors ça, il faut me suivre. Là, l'URSS n'arrivait plus à suivre économiquement les États-Unis d'Amérique. C'était un système qui n'arrivait plus à suivre les exigences de l'armement dans lequel il s'était lancé. Donc l'URSS était très puissamment armée, mais l'économie ne suivait plus. Et c'était un système profondément politiquement sclérosé. La crise était imminente. Et donc, les élites soviétiques le savaient au tournant des années 70-80 et même avant. Elles savent, ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça en fait. Comment faire pour essayer de sauvegarder le système tout en opérant les changements nécessaires. Alors c'était des débats très intenses évidemment. Staline a lutté contre. Après Staline, d'autres ont lutté contre. Khrouchtchev a tenté sa version, ça n'a pas marché, etc. Enfin, c'est toute une grande question. Comment modifier le système pour le conserver, etc. Arrivé dans les années 80, c'était devenu vraiment intenable. Et Gorbatchev a tenté sa solution. Ça n'a pas marché, parce qu'il a fait des réformes politiques et pas des réformes économiques. Les Chinois vont le retenir d'ailleurs, ils vont faire des réformes économiques, pas des réformes politiques. Et la version chinoise a bien marché. Gorbatchev est devenu en fait l'anti-modèle pour tous les systèmes communistes en fait internationaux. Bref,
En 1980, le système soviétique est un système qui finance des États satellites. La Pologne, comment dirais-je, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, toute une série d'États comme ça, directement ou indirectement. Et en fait, c'est trop pour l'économie soviétique, qui ne parvient pas à tenir face à la croissance du bloc capitaliste en fait mené par les États-Unis. Ils n'arrivent plus à suivre. Et là, ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on fasse des choix. Alors les choix qui ont été faits par Gorbatchev ont été mauvais, puisqu'en fait ça a liquidé le système communiste, mais ils ont fait des choix. Il y a eu quand même une réflexion stratégique au plus haut niveau sur ce qu'il fallait faire face à cette crise. Trump fait face à la même situation. L'Amérique, les dirigeants américains se savent en crise extrêmement profonde. Ils ne l'ignorent pas. Les coupes d'urgence qu'ils sont en train de faire dans leur budget traduisent la panique au sein du gouvernement américain. Ce n'est pas une marque de confiance, c'est une marque de peur. Ils savent que le temps est compté. Donc ils entreprennent des coupes générales pour faire pour essayer de sauver le cœur du système. Vous comprenez ? On fait des coupes. Et la Grande-Bretagne, en 1913, était dans cette situation. On est trop étendu. L'Union soviétique est dans la même situation. On est trop étendu. Et là, il faut saluer l'intelligence de l'Amérique qui tente, à mon avis ça ne marchera pas, mais qui tente consciemment une réduction de la voilure en bon ordre. Ça montre que ces gens sont quand même intelligents. Ils savent que le système est en crise, qu'il faut faire des coupes et des coupes rapidement, et qu'il faut que ça corresponde à la géopolitique américaine. Donc vous les voyez faire des coupes tous azimuts. On coupe dans les dépenses partout. On ne peut pas financer ça, on ne peut pas financer ça, etc. On retire les légions. On les retire d'Europe, on retire les légions d'Europe. En gros, c'est ça, oubliez la littérature, on retire les légions d'Europe. On coupe tous les programmes de subversion en Europe de l'Est, etc. Tout ce qu'on a passé 30 ans à faire. On coupe, ça ne marche plus. On ne va pas conquérir la Russie, on ne va pas se refaire financièrement sur la Russie, par la conquête de la Russie. Les diamants, l'or, les minéraux précieux, le pétrole, le gaz, on ne va pas y arriver. Les Russes se battent comme des lions pour défendre ce qu'ils ont. Sous la direction de Poutine, on ne va pas y arriver. Il faudra discuter, il va falloir négocier. On retire les légions. C'est ça qui se passe. L'Amérique est en reflux. Pourquoi ? Regardez le paysage mondial. La Chine pèse économiquement autant aujourd'hui que les États-Unis. À peu près 20% du PIB mondial, l'Amérique 23%. Dans 10 ou 15 ans, la Chine pèsera un tiers du PIB mondial et l'Amérique va baisser. Ils n'auront qu'à commettre une partie de leur richesse nationale dans la défense pour surclasser les États-Unis d'Amérique. Et ils n'ont même pas besoin de consacrer le budget de leur défense à la totalité du globe, contrairement aux Américains, mais simplement à leurs frontières sur le théâtre asiatique, notamment la mer de Chine du Sud, Taïwan et la mer du Japon, grosso modo. Ils peuvent consacrer toute leur force là-dessus. Avec une économie beaucoup plus puissante, une population beaucoup plus nombreuse et une proximité géographique immédiate. Aucun dirigeant américain ne peut composer avec une telle réalité et maintenir ce dispositif impérial de type britannique à travers le monde et prétendre affronter sérieusement la Chine. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, ils ont... Vous voyez, la confrontation plus au sommet des États-Unis, c'était combien de temps on peut gagner comme ça. Les Européens les ont convaincus à cause de l'Ukraine, etc., qu'il fallait rester. C'est fini. Donc ils partent, et maintenant les Européens sont là, il n'y a plus de chef. Donc c'est la foire d'empoigne. Parce que les Européens, cons comme ils sont, ils vont se foutre sur la gueule sur les histoires à dormir debout, personne ne comprendra jamais rien d'ailleurs. Les Russes, ils s'en foutent, ils ont un ministère de la Défense, ils vont foncer. Ils ont une armée qui est debout, qui avance. Ils ont envie de se venger. Parfait. S'ils ont envie, ils peuvent. La Chine, un ministère de la Défense, 1 200 000 000 d'hommes, 20% de la richesse mondiale. Demain, un tiers. Ils avancent. L'Amérique du Nord, ils avancent.
Nous, 27 ministères de la Défense. 27. Et l'opposition souverainiste nous dit qu'il faut encore diviser plus le continent. Parce que c'est la solution du succès. C'est l'asile de fou, l'Europe. Des deux côtés, gauche et droite. On est chez les tarés. On va se faire bouffer. Donc les Turcs, ils nous guettent. Ils vont vouloir bouffer la Grèce. Ils vont vouloir revenir dans les Balkans. Ils vont revenir. Les Turcs vont revenir. N'en doutez pas un instant. Les musulmans sont dans nos murs. Les Turcs vont les utiliser. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout. Ils vont lever leurs armées contre nous, dans nos murs. Les Russes vont nous... Forcément, pour se venger, et je les comprends, ils vont foutre la pression. Les Américains n'ont rien à foutre, ils sont occupés avec les Chinois. On est à l'ouest. Personne ne dit la réalité qui est la nôtre. Personne ne le dit, dans aucun média. Aucun parti politique n'ose dire le quart de ce que je dis. On endort les gens avec des conneries, de boomers. Les Asselineaux et compagnie sont en train d'endormir les gens avec des stupidités. C'est une question existentielle. Les Blancs vont raser les murs en Europe, dans leur pays. Et on nous parle de retour aux fraudes. On est chez les fous. Mais je sous-estime pas la capacité des Européens d'être complètement con. On va voir ce qui va se passer. Et quand j'ai vu tout cet ocard reprendre les mots d'ordre de l'OTAN, a commencé à dégueuler sur la Russie en disant que c'était les hordes asiates, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce... C'était absurde, je veux dire, c'était absurde. Je veux dire, attention, 70% du peuplement russe est slave. Enfin, il faut arrêter, quoi, 3 secondes. Et ça m'a outré, j'étais scandalisé. Là, ce qui est en jeu, et je veux y insister, c'est la survie de la race blanche en Europe. Russie comprise. Les victoires entre États, etc., c'est bien gentil, c'est sympa. Mais nous sommes des espèces en voie de disparition. Faut comprendre ça. Nous sommes en voie de disparition en Europe. Tant en Russie, qu'en Ukraine, qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord. Les Blancs sont en voie de disparition. Donc le sujet, outre les querelles géopolitiques entre États, dont nous sommes passablement accoutumés quand même depuis quelques décennies, si ce n'est quelques siècles, c'est la survie de la race blanche. Donc c'est ça qui m'intéresse, et qui m'a toujours intéressé. Donc les histoires micro-collines entre États, moi j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est cultiver la survie de la race blanche, tu vois. Et il faut bien le faire comprendre. Notamment aux micro-souverainistes qui viennent nous casser les pieds, avec leurs histoires à dormir debout. Enfin, je n'achète pas le Philippot, je n'achète pas le Rougeron, je n'achète pas le Asselineau, je n'achète pas la rhétorique le péniste sur Mayotte, je n'achète rien de tout ça. Mais je n'achète pas, en général, le Mélanie, je n'achète pas le Nigel Farage. Je veux la survie de la race blanche en Europe. Je veux une Europe puissance qui intègre la Russie. J'aimerais que cette discussion commence à prendre forme. Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous. Nous, les petits blancs. On est en voie de disparition, on le voit quand on sort. Quand on sort dans mon ville, on le voit. C'est ça le sujet. Qu'il faut que les blancs se serrent les coudes en Europe. Pas qu'on se tire la bourre entre États avec des histoires à la con dont personne ne comprend rien. Auxquelles personne ne comprend rien, pardon. Jean ou Vincent? Je dois dire que j'essaye de monter la résistance en France, et c'est pas facile, la résistance elle est toujours minoritaire, c'est pas ceux qui font 500 000 vues, hein, la résistance, ça se saurait. Je rappelle que le 14 juillet 1940, De Gaulle, il avait 300 Français sur je sais plus quel bateau où il fêtait le 14 juillet, 300. Donc moi aujourd'hui j'ai 250 souscripteurs, donc c'est à peu près les mêmes proportions, et j'essaye de me rapprocher aujourd'hui des identitaires pro-occidentaux. J'espère qu'on pourra faire des choses ensemble pour élargir cette résistance et faire comprendre aux gens que c'est l'Occident aujourd'hui qui est en danger, et que effectivement l'Occident n'est pas parfait, mais souvent il ne faut pas amalgamer donc l'Occident avec son ennemi qu'il a infiltré, hein, qui s'appelle le communisme. C'est comme si vous vouliez tuer un animal qui a été infiltré par un parasite, mais non, il faut tuer le parasite et pas l'animal.
Donc il faut comprendre qu'on est occidentaux, que c'est des valeurs qu'il faut chérir, qu'il faut défendre parce qu'elles sont attaquées et très gravement. Donc quand on se réjouit par exemple de la dédollarisation, je pense que c'est un mauvais calcul parce que cette dollarisation du monde, elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qui permet de financer l'OTAN. Et sans l'OTAN, je veux dire, on sera russe demain, quoi. On parlera tous chinois ou russe et on sera tous dans des goulags. On n'aura plus du tout les libertés, même dont on bénéficie encore aujourd'hui. Donc il faut bien voir ça. Les Américains ne sont pas parfaits. Évidemment, moi, je préférerais un monde dominé par la France. Hein. Je suis patriote. Après, il y a des réalités. Et donc, les Américains, ils ont su développer quand même des technologies, développer des innovations. C'est les seuls qui sont allés sur la Lune. Alors, je sais qu'il y en a qui ne croient pas, mais bon, ça fait partie des propagandes russo-chinoises qui sont alimentées. Mais Internet, on le doit bien aux Américains quand même. Et donc, il faut reconnaître dans quel camp on est, et donc qui sont nos ennemis qui veulent tuer nos libertés. Voilà. Ce n'est pas les Américains qui nous ont imposé le confinement, hein, c'est les Chinois, avec l'aide de leurs alliés en Occident. Voilà. On a un autre sujet essentiel, c'est à mettre sur le devant de la scène des sujets dont on ne parle jamais. C'est le droit du port d'armes. Nos leaders dits de droite, mais en fait d'opposition contrôlée, ne parlent jamais, parce qu'ils sont de gauche. Trump en avait parlé au moment du Bataclan. Il avait dit, s'il y avait le droit du port d'armes en France, il n'y aurait pas eu le Bataclan, ou en tout cas, ça aurait fait beaucoup moins de morts. Et oui. Mais comme c'est Trump, c'est un raciste, un fasciste, un nazi, bien sûr, d'après nos médias, et puis nos responsables politiques, parce que qui, en France, a défendu le droit du port d'armes? C'est pas Éric Zemmour, c'est pas Marine Le Pen, parce que ces gens-là sont de gauche et d'extrême gauche. Donc, un leader politique de droite défend des principes, d'accord? Le droit du port d'armes, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine, c'est pas un hasard. C'est que ce droit vous permet, en tant qu'homme ou femme ou vieillard, de vous défendre à égalité avec des malfrats, des gens qui veulent vous tuer, des gens qui veulent vous cambrioler, des gens qui vous veulent du mal, à vous ou à d'autres. En tout cas, avec une arme dans l'espace public, les médias sont contre le droit du port d'armes. Il ne faudrait pas que le peuple ait le pouvoir, vous comprenez, hein, on est en démocratie, mais il faut juste le faire croire, en fait. Parce que le droit, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, etc., ça ne vaut rien si vous n'avez pas le droit du port d'armes. Et la liberté d'expression, qui sont vos deux manières de vous défendre et d'avoir le pouvoir. Mais la gauche, comme pour la peine de mort, nous interdit d'y penser. Ah, vous n'y pensez pas, c'est la violence. Imaginez si un enfant pouvait avoir une arme dans la main, il se tirerait dessus, je sais pas quoi. Et regardez les États-Unis, c'est une société ultra-violente à cause du droit du port d'armes. Donc, évidemment, comme c'est interdit d'en parler positivement, il n'y a pas les arguments dans l'espace public. Les gens qui en parlent, là, comme je suis en train d'en parler, sont diabolisés automatiquement. C'est un raciste, un fasciste, un nazi. Enfin, au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que dès qu'il y a des situations importantes, des sujets importants, et que vous vous faites traiter de tous les noms alors que vous défendez le bon sens, la gauche n'est pas loin, en fait, et l'extrême gauche. D'accord ? Donc je vais bientôt publier là aussi une vidéo sur la défense du droit du port d'armes, parce que je reprends les éléments de la vraie droite et je les développe. Parce qu'il faut créer cette vraie droite en France. Voilà. Et la vraie droite, c'est pas ce qui est à la droite de Mélenchon, vous voyez ? Non. Elle n'est pas relative, la droite. Elle est dans l'absolu. Il y a des principes. Alors je sais qu'il y a des adeptes de la vente d'armes libres, etc. Alors c'est très très bien dans les pays blancs. Mais dans les pays où vous avez toutes les races de la Terre, la vente d'armes libres, c'est une très mauvaise idée. C'est une très très mauvaise idée. Alors il y a beaucoup de gens qui disent non, il faut la vente d'armes libres, le port d'armes, etc. Non, c'est une très très mauvaise idée en France. C'est une très très mauvaise idée. Vous allez surarmer les banlieues avec tout ce qu'ils voudront. Alors vous allez dire, oui, mais ils ont déjà des armes. Oui, attendez. Ils s'en procurent, d'accord, mais si vous leur ouvrez carrément les stocks à grande échelle, vous n'allez pas en sortir. Donc non, ce serait une très mauvaise idée. Il faut quand même intégrer le facteur racial dans tout ça. Si vous me dites le port d'armes pour les blancs, là d'accord, là, je signe dès demain. Mais le port d'armes sauce libérale, on le donne à tout le monde, alors non, niet. Clairement, c'est pas possible.
On sera pas d'accord là-dessus. On était vraiment pendant 15 ans sur deux chemins complètement différents. Donc là, si Trump peut nous réunir, bah, tant mieux. Mais il faudrait. Alors voilà pour cette émission d'aujourd'hui. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur quelques sujets que ce soit? Non, j'ai rien à rajouter. Et je te remercie de m'avoir invité et je souhaite une bonne semaine aux auditeurs et aux auditrices. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.